Donc, je suis Ami Barak, je suis curateur et critique d'art et j'ai fait partie de l'équipe initiale de Asia Now qui a imaginé donc cet événement qui est cette nouvelle foire à Paris et donc qui introduit la scène asiatique de l'art contemporain à Paris dans une façon beaucoup plus consistante et donc, étant donné que tout ce qui nous arrive de cette partie du monde qui est très dynamique, très active, c'est que des bribes, donc cette foire a comme mission de nous apprendre et nous faire connaître davantage, d'où le rôle important qu'ont tous ces discussions et toutes ces présentations qui vont se poursuivre pendant toute la durée de Asia Now. Donc voilà, à ma droite, Corentin Hamel de la New Gallery. Voilà, donc le stand, vous le voyez en entrant dans la foire. Et Alexia DN qui s'occupe de Made in Gallery, que vous verrez d'ailleurs si vous faites un tour par le FIAC officiel, et qui a été l'une de celles qui a, via la Made in Gallery, a soutenu dès la première heure cet artiste Wang Xishun qui va être le sujet principal de notre discussion ce matin et qui a d'ailleurs organisé l'une des, disons la première version de ce périple qui va être le sujet de notre matinée et qui va vous éclairer davantage sur cette image qui orne d'ailleurs toutes les supports de la foire qui sont le carton d'invitation, le communiqué, etc., y compris ce joli sac qu'on vous offre et vous voyez cette lampe et qu'on vous donnera un peu davantage des éléments ce matin. Il s'agit d'une œuvre de l'artiste chinois Wang Xishun, jeune artiste, donc il a 36 ans, né en 79, donc je dirais 10 ans avant Tiananmen, donc, et qui est un artiste qui vit à Pékin, qui a été formé au département sculpture de l'Académie d'art de Pékin et qui, depuis quelques années, donc, il est très actif et il s'affirme comme une des personnalités les plus, je dirais, en vue et qui fait vraiment une carrière forte et intéressante et qui a été présenté donc au courant septembre. Il a eu sa première exposition à Paris, justement à la galerie New Gallery, donc rue Borda, à Paris. Et voilà, alors je voulais d'abord, si vous voulez bien, donc faire une présentation brève de l'artiste. Voilà, alors je vais essayer de vous donner quelques repères, effectivement, par rapport au travail de cet artiste, parce que concernant disons l'œuvre performative centrale, celle qu'il a amenée à Paris, donc je laisserai la parole à Corentin donc, pour qu'il parle davantage donc, de cette aventure incroyable donc, de l'artiste. Mais avant, je vous donnerai quelques éléments par rapport à son travail. Donc ce que vous voyez là, en fait, c'est une sculpture qui a l'air tout à fait classique, je dirais. Donc c'est une pièce en bronze, donc un peu d'esprit, je dirais, Rodin, n'est-ce pas? Donc, mais en fait, comme toute œuvre contemporaine,
il y a disons, un prétexte au départ, une histoire derrière les fagots qui va faire que notre regard porté sur cette œuvre ne va pas uniquement se concentrer sur les aspects formels, esthétiques ou techniques de l'œuvre, mais va lui donner quelque part une valeur ajoutée importante et qui va faire qu'il y aura une adéquation au présent. Et donc il raconte qu'il a fait un voyage en train et le voyage s'est prolongé pendant la nuit et il était assis à côté d'une jeune fille. Et ce qui arrive d'ailleurs dans ces cas-là, donc voilà, c'est au-delà du fantasme, donc il l'a peloté. Et donc la jeune fille lui a permis de toucher le sein droit et lui a interdit le sein gauche sous prétexte que le sein gauche était réservé pour son futur époux. Et donc tout ça se passait dans la nuit et quelques jours après, l'artiste a voulu donner forme à quelque chose qu'il a senti, mais il n'a pas vu. Et il a réalisé donc cette œuvre qui a un côté informel et de l'autre côté, donc on distingue effectivement la jolie forme d'un sein. Donc voilà comment... pour moi, c'est une forme assez emblématique de la démarche de cet artiste. Voilà, on verra peut-être davantage désormais, donc on peut passer à la prochaine, à la suivante image. Voilà. Alors, celle-ci aussi, donc en fait, encore une fois, on est dans le vocabulaire connu du contemporain, donc c'est une forme post-minimale. Donc on a une cube donc en métal, mais le processus encore est très important parce que le point de départ, ça a été d'abord quelques pièces de monnaie qu'il a fondues. Il a réalisé d'abord une petite pièce, donc une petite œuvre donc, qui était plutôt sous forme tubulaire, donc voilà, elle avait des dimensions assez modestes, qu'il a revendue. Et avec le gain de cette première vente, donc il a racheté encore des monnaies qu'il a refondues et qui ont été par la suite, donc il a recréé une œuvre dans le même esprit et revendu, encore acheté des monnaies évidemment en plus grand nombre, etc. Et donc ça c'est la dernière version exposée dans la galerie lors de son exposition, donc où vous voyez à chaque fois la volonté c'était de la vendre encore plus cher et arriver à une taille davantage impressionnante. On passe encore deux fois, donc voilà, vous voyez le... Voilà. Ça c'est une œuvre encore que vous pouvez... Alors la première dont on parlait, donc pareil, elle est visible sur le stand de la galerie à l'entrée de la foire. Celle-là aussi se trouve, donc voilà, encore une fois, vous voyez une œuvre qui rappelle d'autres, évidemment, donc dans le même esprit, mais ce que l'artiste voulait ici introduire, c'est ce côté d'équilibre instable, comme si on pouvait la faire tomber facilement. Et en plus, il a introduit, d'ailleurs c'est quelque chose qu'on voit dans d'autres œuvres, il a introduit un écart. Donc il met, c'est une angle, donc on voit en bas, donc voilà, qui est une décision subjective, mais il dit voilà, ça peut être comme par exemple l'angle fait par les aiguilles de la montre à 2h30 ou un espace où il peut mettre ses 4 doigts. Voilà. Donc il y a une dimension subjective qui s'introduit à quelque chose qui formellement est de l'ordre, n'est-ce pas, de l'épuré, de purement géométrique, et qui, vous rappelez la théorie de Lucie Lippard, qui disait que dans ces formes minimalistes, effectivement, donc le résultat c'est une annihilation du sujet. Et c'est cette génération qui introduit avec force une
dimension subjective, donc tout ce qui œuvre. Ça, c'est une de mes œuvres préférées. Donc imaginez que l'artiste ait planté un pommier devant la porte de son atelier, et la première récolte, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris la récolte, donc les pommes, et il les a coulées en bronze poli, et l'idée c'est tous les ans, donc bon an mal an, donc il va récolter les fruits et il va les transformer en œuvres. Donc ils ont l'air d'être multiples, n'est-ce pas, mais vous imaginez bien, chaque pomme elle est unique, donc, et que le résultat c'est une forme éditive, mais en même temps à sens unique. Donc sur le même principe, encore une fois, donc de la répétition, de la sérialité, mais encore une fois, c'est un protocole, c'est une décision prise par l'artiste et qui fait que l'œuvre obtient ainsi un quotient important de subjectivité. On continue. D'ailleurs, ça a pas mal de succès, cette œuvre, donc il y a pas mal de collectionneurs qui veulent bien d'une pomme, n'est-ce pas, donc dans leur collection. On continue, voilà, et on arrive là, et je vais passer effectivement le micro à Corentin qui va vous raconter l'incroyable histoire de cette œuvre. Bonjour à tous, je m'appelle donc Corentin Hamel, je suis co-directeur de la New Gallery à Paris. Nous sommes situés dans le Marais, nous avons un stand à Agianor qui est situé à l'entrée, qui présente en fait certaines des œuvres qui viennent d'un projet qu'on a fait avec Wang Xishun ce septembre. En fait, l'exposition vient de finir. Cette exposition repose sur une histoire tout d'abord. Un incendie a eu lieu en Chine, relativement dévastateur, près du studio de l'artiste. Et avec un ami pompier, il a conservé le feu de cet incendie qu'il a placé dans une petite lampe à huile. Il y a évidemment un aspect mémoriel dans ce geste, mais aussi, comme le disait Ami, tout un principe à terme de sérialisation et de transmission sur ce qu'est la valeur d'une œuvre d'art et la manière dont elle fonctionne, puisque l'idée est de transformer cette flamme en un multiple illimité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un possible acquéreur se présente ou un possible lieu d'exposition, de transmettre ce feu de lampe à huile à lampe à huile et d'étendre comme ça petit à petit le domaine d'action du feu et aussi finalement les récipiendaires, les gens qui vont devoir prendre soin de ce feu. Donc nous, ça nous paraissait très intéressant parce que, un petit peu à la manière des pommes de Wang Xishun, où on achète des récoltes à venir, normalement sur une idée, encore une fois, de transmission, de croissance, etc., mais avec l'idée aussi que si une mauvaise récolte se présente, peut-être on n'a rien. Cette notion de risque, finalement, mais aussi de devoir faire attention, nous a énormément intéressés. Les éléments que Wang Xishun déploie dans sa pratique artistique nous semblent très proches et nous touchent beaucoup par rapport aux jeunes artistes plutôt occidentaux que nous représentons habituellement. Il y a également aussi un côté qui est relativement primordial et, comment dire, presque passant par-dessus les questions de civilisation ou de temps dans ces idées de feu et de prendre soin du feu. C'est aussi un petit peu là-dessus que toute l'exposition s'est basée, puisque de manière complètement pratique, en fait, et c'est là où Wang Xishun, à chaque fois, nous surprend dans la manière dont il met en place ces dispositifs. Le feu doit être évidemment transmis par conséquence de la nature du feu. La transmission est complexe, au sens où une première exposition a eu lieu à Medine Gallery autour de ce projet. Et pour la première fois, l'artiste a déjà traversé une bonne partie de la Chine pour amener le feu en voiture, puisqu'on ne peut prendre ni avion, ni train, ni aucun transport en commun avec une flamme vive. Donc,
À partir du moment où nous l'avions invité à réaliser ce projet à la galerie en septembre, le même problème de transmission s'est posé. Et la seule solution que nous avons trouvée tous ensemble était encore une fois d'amener le feu en voiture, mais cette fois-ci donc de Pékin jusqu'à Paris. Ça a déclenché en fait finalement la structure de l'exposition, puisque le voyage a duré 1 mois et demi. Wang Xishun a traversé toute la Russie pour arriver finalement à Paris ensuite, avec l'idée que finalement pendant ce mois et demi, la voiture est devenue son studio. Est-ce qu'on peut passer à l'autre image, s'il vous plaît? La voiture, vous la voyez garée devant la foire. C'est une œuvre en elle-même aussi, qui fait partie d'une certaine tradition où on expose des studios des artistes. Nous avons vu Wang Xishun, avant de partir, le remettre en ordre finalement, ses outils, mais aussi la couchette qu'il a utilisée au fur et à mesure du projet. Et donc finalement, on est à la fois dans des questions de transmission, mais aussi simplement de survie de la manière d'arriver jusqu'à Paris. Si vous regardez la voiture, et je vous invite à venir avec nous peut-être si on a le temps, à la sortie de la conférence, vous verrez qu'elle a été gravée aussi, marquant toutes les villes qu'il a traversées, et aussi le nom du projet dans toutes les langues, le projet s'appelant Truth. On peut passer à la prochaine, s'il vous plaît? D'ailleurs, c'est l'endroit où vous pouvez voir la lampe active, parce que pour des raisons de sécurité interne à l'espace, donc la lampe présente sur l'espace, sur le stand de la galerie, la flamme n'y est pas, tandis que dans la voiture, il y a la lampe, donc où vous verrez la fameuse flamme. Donc pour nous et pour la galerie, Wang Xishun est l'incarnation très moderne de certains jeux de logique et de transmission de l'œuvre d'art, également de son image, de sa valeur économique possible, de sa valeur symbolique. Mais bien évidemment, cela s'ancre aussi dans une tradition contemporaine artistique chinoise. Et je sais que Ami voulait vous parler de cette vidéo qui représente aussi un certain point commun qu'on remarque souvent sur la résilience. Exact. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, donc, il est formé comme sculpteur, mais il fait aussi de la performance, de la vidéo et de la photo et du dessin, etc. Donc, c'est un touche-à-tout. Et dans cette performance emblématique, on le voit d'ailleurs donc jeter un bouchon, donc au moment là où il va ce pièce arriver, donc il va l'entourer donc à la craie ou couleur, et puis il va réessayer de toucher la cible, ça veut dire de rejeter cette pièce donc dans le cercle qu'il a formé initialement, et il va le faire autant de fois jusqu'au moment où il va y arriver. Évidemment, ça prend un certain temps, et ça nous rappelle effectivement tout ce caractère de répétitif, encore une fois, de faire d'un acte où il est question d'arriver à un but et pas le lâcher. Et donc cette idée de résilience, d'entêtement, effectivement introduire cette dimension importante d'un temps, donc qui est un temps imprécis, mais où il y a une arrivée. Et donc on ne saura pas quand, effectivement, parce que ça prend pas mal de temps donc, pour qu'il y arrive, et il va répéter ce geste, il va tenir avec insistance donc à jeter et rejeter donc à nouveau ce bouchon pour qu'il touche à cette cible. Vous voyez bien, donc c'est un geste qui n'est pas anodin, mais en même temps qui est fortement symbolique et métaphorique. La prochaine, s'il vous plaît. Encore une.
Si le geste lié à la résilience est fortement symbolique, et il est aussi intéressant de voir avec Wang Zhishun qu'à la fin de la vidéo, il y parvient. Et nous, c'est aussi finalement, et ça a été un des moments forts de l'exposition. Nous sommes une galerie qui a environ 5 ans, qui présentons plutôt des jeunes artistes. Et il est vrai que quand Zhishun nous a proposé le projet, et on en discutait avec Alexiane, nous avons eu tous un petit peu peur de la difficulté technique et même humaine d'arriver à finalement vivre 1 mois et demi dans cette voiture, de traverser des lieux qui ne sont pas faciles, où Wang Zhishun ne parle pas russe du tout, évidemment, etc. Vous pouvez passer à la prochaine à nouveau. Ce sont un certain nombre d'images, finalement, de la voiture que je voulais vous montrer. Elles ont été documentées par l'artiste elle-même. On voit finalement des traces d'usure qui sont liées à la fois à l'usage de la voiture avant le voyage, puisque Zhishun s'est servi de sa propre voiture, et finalement aussi avec l'idée que le voyage est une continuation de cette vie quotidienne. À nouveau, là vous voyez des pierres qu'il a ramassées au bord de la route, qui sont restées dans la voiture. Celles-là sont des matériaux bruts. D'autres ont été sculptées en cours de route. Des petites photos sont exposées sur le stand. Et l'idée, c'est que Zhishun, au fur et à mesure du voyage, a sculpté un certain nombre de ces pierres et les a laissées sur le trajet, avec l'idée que ce serait à charge de la galerie de leur trouver un possible acquéreur, et que cet acquéreur serait donc possesseur d'une pierre qui est finalement quelque part entre la Chine, la Sibérie et Paris, donc sur une route qui historiquement est la plus longue et qui est chargée d'histoire à cause de son immensité même. Encore une fois, à nouveau, on distingue mieux ici la manière dont Zhishun a gravé sa voiture. Il est, pour la petite histoire, en fait, il est resté 1 semaine et demie à accrocher l'exposition, et au fur et à mesure que nous accrochions les œuvres avec lui, il complétait par rapport à la manière dont l'exposition allait avoir lieu, allait ressembler, la voiture, pour qu'elle en soit un répondant formel. La prochaine, s'il vous plaît. Vous avez ici une œuvre d'un artiste qui s'appelle Artie Virkant, qui est un jeune américain que nous représentons. Et là, c'est aussi pour lancer la discussion avec Alexia, puisque le travail sur Wang Zhishun a été l'occasion d'une collaboration entre nos 2 galeries. Nous avons un programme qui est essentiellement émergent sur des artistes qui sont plutôt américains, où justement les questions de circulation, de lien à l'image, d'un certain écho de la manière dont les images ou les œuvres sont traitées aujourd'hui, voire un certain rapport social de l'artiste à son époque, sont au cœur des préoccupations de la galerie. Wang Zhishun est la première exposition personnelle d'un artiste chinois que nous montrons à la galerie. Ça a été un plaisir de travailler avec vous. Et pour nous, malgré un certain nombre de différences formelles, il nous paraît évident qu'un grand nombre de points de rencontre sont possibles. Zhishun bénéficie d'une bourse l'année prochaine pour aller plusieurs mois à New York, et nous nous réjouissons d'avance de voir le type de dialogue qui pourra se nouer entre ces différentes scènes. Je vais vous expliquer 2 œuvres en fait de 2 artistes américains de la galerie, pour que vous voyez peut-être pour nous aussi la manière dont nous pouvons voir l'œuvre de Wang Zhishun. Ici, il s'agit d'un jeune artiste américain qui a 27 ans, qui s'appelle Artie Virkant. Vous pourrez voir une œuvre sculpturale de cette série au Jardin des Tuileries, si vous le souhaitez. C'est une œuvre qui a relativement marqué cette jeune génération américaine qu'on appelle post-Internet, qui est née après Internet. C'est une œuvre, c'est une impression directe sur Dibond, donc sur aluminium, fait à partir de calques Photoshop. Donc, cette idée qu'un fichier se transforme directement en image, l'aluminium est contourné
est découpé, donc il y a un aspect sculptural qui est très présent quand on voit les pièces. Vous pouvez montrer la prochaine, s'il vous plaît? Mais cette œuvre s'accompagne d'un protocole, au sens où j'aurais jamais dû vous montrer la première image. Le protocole est qu'avec l'artiste, que tout lieu de monstration doit, une fois la documentation photographique de l'œuvre faite, la renvoyer à l'artiste qui va retoucher les images et les modifier, au sens où une documentation est créée comme une sorte de médium spécifique pour la presse, Internet, bien évidemment, etc. Donc cette idée que l'œuvre existe finalement sur un certain point physique, et c'est à nouveau finalement quelque chose de relativement ancien, cette idée de nier la transparence de la documentation de l'œuvre et que pour voir l'œuvre réellement, il faut aller la voir en personne, et cette idée de l'autre côté que les images ont un rôle propre, sont un médium propre aujourd'hui, dont il faut pouvoir définir la circulation. Cichûn, de son côté, au fur et à mesure qu'il voyageait, a bien évidemment documenté le voyage et a réalisé un film que nous présentons également sur le stand et que je trouve très intéressant, parce qu'il prend encore une fois en compte la physicalité justement de l'exposition et de la galerie, plus que la notion de documentation transparente. Le film est un road movie qui retrace tout le voyage de Cichûn. Il fait 150 heures. Et pour nous, en tant que galeriste, il était intéressant de, tous les jours, aller à la galerie, remettre le film en marche et voir finalement le voyage, revivre le voyage avec Cichûn. C'est-à-dire qu'on a commencé à Pékin et au fur et à mesure qu'on s'approchait de la fin de l'exposition, on s'approchait doucement de Paris et on voyait les paysages traversés. La prochaine, s'il vous plaît. Celle-là, je voulais juste vous la montrer, c'est encore une fois Artivirkant. Ce qui m'intéresse aussi dans ce cas-là, c'est que, et c'est un peu la même chose avec Cichûn, c'est cette notion vraiment d'artiste qui prend de la place finalement, puisque chaque fois que, même dans une exposition de groupe, l'œuvre apparaît, l'artiste se permet de retoucher l'ensemble de la photographie de l'exposition de groupe. Et c'est le même genre, finalement, de volonté de remodelage qu'on peut remarquer, à mon avis, chez Cichûn. La prochaine. Ici, vous avez une œuvre de Sean Raspet, qui est un artiste qui travaille sur les notions d'abstraction et aussi de circulation. Il s'agit d'une grille, comme ça, de 36 bidons, tous remplis d'un produit chimique différent, qui a été créé par l'artiste, en fait. C'est une grille, finalement, pour pouvoir travailler sur ce qui est aujourd'hui une odeur industrielle. L'idée de l'artiste, c'est que finalement, l'odorat, aujourd'hui, est le dernier sens où on travaille encore dans le figuratif. Quand vous achetez un parfum, on dit toujours un parfum boisé, etc. De la même chose, finalement, sauf sur quelques rares aspects de la cuisine moléculaire, la même chose sur le goût. L'idée de l'artiste, c'est de penser que finalement, aujourd'hui, la manière dont on peut travailler la chimie, l'image de soi, l'image de la perception a changé, peut amener aussi à chercher ce genre d'abstraction. La prochaine, s'il vous plaît. La prochaine. Voilà, là, vous l'avez en gros plan. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que cet artiste diffuse cette œuvre différemment. Il la vend, en fait, il y a plusieurs systèmes d'acquisition et donc de diffusion. Soit il la vend au litre, finalement tel un marchand de produits chimiques, et sur chacun de ces produits, il a un brevet. Soit il la vend par 5 litres, et vous avez finalement le display qui a été utilisé à la galerie. Soit il propose aux collectionneurs de reprendre le brevet et finalement de reprendre l'œuvre de l'artiste et de pouvoir la reproduire ad lib, l'assignant Sean Raspet. Sean aura aussi a une pièce également au Jardin des Tuileries, et je vous invite aussi à aller voir l'exposition Take Me, curatée entre autres par Hans-Ulrich Obrist à la Monnaie de Paris, où il a une pièce. C'est une exposition dont le but est
dont le principe est que toutes les œuvres sont prenables en fait par le public. Et Sean a réalisé un projet qui est spécifique, mais qui est aussi lié à sa vie. C'est qu'en plus d'être artiste, Sean a maintenant été engagé par Soylent, qui est une start-up californienne qui travaille sur la nourriture, en fait, dont l'idée est que dans les 30 prochaines années, la manière de manger va complètement changer, comme la manière de se représenter soi-même a complètement changé avec Facebook et Instagram, que certaines notions d'intimité ne sont plus les mêmes. Et l'idée de Soylent, c'est que c'est une boîte qui fait des équivalents alimentaires, donc l'idée qu'on pourrait boire une bouteille de soja et avoir tout ce qu'il faut dès le matin. Mais l'idée aussi qu'à la différence des substituts nutritionnels, demain, il ne sera plus intéressant de les parfumer à la fraise ou au chocolat, mais de trouver en fait justement des parfums abstraits, jamais vus, qui ne rappellent rien, qui feront basculer l'humanité dans ce type de consommation. Voilà, moi j'invite Alexia à reprendre la parole aussi, parce que je pense que Sichun s'inscrit dans le cadre de Made in, dans un contexte encore une fois différent, bien sûr. Donc bonjour, je m'appelle Alexia et je suis directrice de projet à Made in Gallery et Made in Company. Alors en fait, j'ai surtout présenté un peu Made in Gallery et Made in Company en général. Donc, Made in Gallery est une galerie qui a un peu plus d'1 an maintenant. On est basé à Shanghai et qui a été créée par Made in Company. Et Made in Company, en fait, a été établi en 2009 par un artiste qui s'appelle Sujun, qui, depuis la fin des années 90, a commencé à faire de l'art. En fait, il a commencé très tôt. Il avait commencé quand il avait 20 ans. Plutôt autodidacte, il n'a pas fait des études d'art, mais donc il a commencé à faire des vidéos, et puis petit à petit des installations et d'autres œuvres. Et donc depuis ce temps-là, il a déjà une carrière assez importante. C'est un des plus jeunes artistes à avoir exposé à la Biennale de Venise. Et bon, il a fait énormément de projets. Et aussi, depuis la fin des années 90, il a organisé beaucoup d'expositions à Shanghai avec d'autres artistes. Donc il a toujours été extrêmement actif pour la scène artistique à Shanghai. Il a été aussi le directeur artistique d'un centre d'art pendant plus de 10 ans. Et donc toujours à essayer de promouvoir des artistes qu'il trouvait intéressants. Et en 2009, il a décidé donc de rassembler tous ces différents rôles, d'avoir plus de monde qui travaille avec lui et a créé Made in Company dans le but de faire encore plus de projets. Donc en fait, au sein de Made in Company, il y a la section plutôt création-production avec Sujun Produced by Made in Company qui est comme une marque. D'ailleurs, en ce moment, on a une exposition à la Kunsthaus de Graz en Autriche avec des œuvres récentes mais aussi plus anciennes de Sujun. Et au sein de Made in Company, on a aussi donc Made in Gallery qu'on a ouvert l'année dernière qui présente des œuvres de jeunes artistes mais aussi d'artistes plus établis. Après, comme Sujun lui-même est un artiste, il a une approche assez différente dans son travail pour faire des expositions. En fait, il y a énormément de discussions avec les artistes sur leurs projets. Donc, c'est aussi comme ça qu'avec Wang Sochun, en fait, ils ont beaucoup parlé. Wang Sochun avait donc avait récolté cette flamme et pensé à différentes idées, comment la présenter, comment faire une exposition. Et c'est comme ça que petit à petit, en fait, tout ce projet s'est aussi développé. Et à part la galerie, on a aussi un forum sur Internet qui est un forum de discussion sur l'art contemporain que beaucoup d'artistes chinois consultent, sur lequel en fait on met toutes sortes d'informations sur ce qui se passe sur l'art contemporain en Chine, mais aussi dans le reste du monde. Donc beaucoup d'articles sont traduits, beaucoup d'expositions, d'informations et autres. Et en fait, beaucoup de Chinois, donc, comme le disait aussi Corentin, ne parlent pas très bien l'anglais ou le lisent pas. Donc on fait un gros travail de traduction pour qu'eux puissent avoir accès à toutes ces informations et être au courant de ce qui se passe en fait dans le reste du monde en matière d'art contemporain. Et puis on fait après toutes sortes d'autres projets, on organise des expositions et autres. Et d'ailleurs là en fait depuis quelques mois on a commencé un nouveau projet. En fait je voulais en parler parce que Wang Sochun y participe également, qui s'appelle Inventing Ritual, qui est en fait une sorte de performance ou une exposition qui propose de montrer des œuvres par une vingtaine d'artistes, mais en une demi-heure.
Et tout le processus, en fait, ressemble à un rituel. Donc, il y a des performances, mais en même temps, il y a des vidéos qui sont projetées, des installations qui sont plus ou moins interactives. Et donc, tout ce procédé ressemble vraiment à une sorte de cérémonie religieuse, avec aussi cette idée donc, de diffusion, un peu comme une sorte de diffusion culturelle. Donc, on a présenté donc l'œuvre de Wang Shun, La Truth avec la flamme, fait partie de ce rituel. Et donc, on a présenté pour la première fois cette performance à Graz, en même temps que l'exposition de Sujon, donc à la Kunsthaus. Donc, après l'exposition à Paris, Wang Shun a conduit de Paris à Graz pour amener la flamme pour pouvoir faire cette performance. Et auparavant, en fait, en conduisant de Pékin à Paris, il s'est aussi arrêté en chemin à Yekaterinbourg et à Moscou, parce qu'on a aussi présenté ce projet à la Biennale de Moscou et à la Biennale industrielle de Oural, en fait, à Yekaterinbourg. Enfin, ça doit avoir lieu au mois de novembre, ça a été reporté. Donc en fait, tout ça pour dire qu'on travaille sur pas mal de projets en même temps. Et oui, on va aussi faire d'ailleurs encore ce Inventing Ritual le 18 novembre à Shanghai. S'il y en a qui, parmi vous, viennent à Shanghai, vous êtes les bienvenus. Et pour nous, en fait, même si on a aussi pas mal d'occasions de faire des expositions dans différentes institutions à l'étranger ou même dans différentes galeries à l'étranger, c'était très intéressant pour nous, en fait, de pouvoir travailler avec une galerie basée en France. Et en fait, c'est quelque chose pour nous qui est aussi très important pour la diffusion et la visibilité des artistes en fait, qu'on trouve intéressants comme Wang Shun. Donc on était aussi très contents de faire cette collaboration avec la New Gallery. Oui, donc pour conclure à la limite, donc cette première débat de la matinée, moi j'étais véritablement fasciné par ce voyage, donc, parce que c'est une vraie odyssée, donc aussi par cette volonté avoir effectivement de garder une flamme littéralement et lui faire cette route de la soie à rebours et de lui rajouter aussi un geste aussi prométhéen. Donc, et ce qui m'a aussi beaucoup intéressé est le fait qu'on a affaire à une idée de télescopage de deux visions culturelles distinctes, parce qu'on sait pertinemment que le feu dans la culture chinoise ne veut pas dire la même chose que dans la culture occidentale, mais que ce voyage, en le faisant effectivement traverser tant de contrées et tant de cultures, finalement va confronter une vision à différentes autres visions. Et effectivement, la manière dont nous, on va apprécier et considérer une fois n'est-ce pas, le feu arrivé à bon port, donc va être marqué effectivement par un tas de références et un tas d'indices qui vont appartenir à notre propre culture et qui vont faire que quelque part il y aura davantage je dirais, de compréhension et d'appréhension pour quelque chose qui est parti de si loin, mais qui nous est en même temps aussi proche et aussi transformé quelque chose, n'est-ce pas, quelque chose qui au départ est destructeur et dévastateur et donc négatif, et arriver à faire de ça quelque chose de aussi créatif et aussi positif. Voilà. Merci bien d'être venu ce matin, si tôt. Merci à vous.